Je suis Joanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romance. J'ai été fille d'expat, j'ai été fille de réfugiés, j'ai été fille d'immigrés, j'ai été étudiante étrangère et j'ai été sans papier. Tout le mois de janvier, ma romance Promesse du bout du monde est en promotion. Dans cette histoire, mon héroïne, Abby, est une étudiante étrangère australo-africaine qui, au moment d'aller renouveler son titre de séjour, apprend qu'à la fin de ses études, elle va devoir rentrer dans son pays natal. Parce que, avec les accords de paix signés en Afrique australe, elle n'aura pas de raison, d'argument administratif pour rester en France. Quand j'écris, mes personnages ne sont pas moi. Ils ne me représentent pas. Je peux leur prêter quelques traits de ma personnalité ou de mes pensées ou quelque chose comme ça, mais ils ne sont pas moi, je ne suis pas eux. Dans Promesse du bout du monde, j'ai prêté mes peurs à Abby. Quand elle apprend que le futur qu'elle s'était imaginé, le futur qu'elle était en train de dessiner ne pourrait pas exister en sortant de la préfecture, elle a commencé à avoir très peur. Et cette peur-là, c'est la mienne. Je lui ai prêté cette peur-là. En fait, je pourrais juste lui donner parce que ce n'est plus une peur que je vis, mais qui a façonné, qui a totalement bouleversé mon existence. J'étais fille d'expat en grandissant parce que mon père a été envoyé à Cuba en tant que représentant de TAG, la compagnie aérienne angolaise à Cuba. On y a vécu 4 ans. J'ai été fille de réfugiés parce que en 92, la guerre en Angola, l'Angola a vécu 40 ans de guerre, 41 ans de guerre. Entre la guerre de l'indépendance de 61-75 et la guerre civile de 71 à 2002. Donc je suis née dans un pays en guerre, dans un pays communiste en guerre, et j'avais 20 ans quand la guerre s'est terminée. Le truc avec la guerre en Angola, c'est qu'elle se passait à l'intérieur du pays et pas sur les grandes villes de la côte. Et Luanda, la capitale, est sur la côte. Donc, on souffrait des conséquences de la guerre, mais pas de la guerre directement, qui était une guerre de maquis, une guerre de guet-apens, une guerre de la brousse, quoi. Donc, ce n'était pas une guerre d'obus, de bombes qui nous tombaient dessus. Donc, on était en sécurité dans la capitale, mais on subissait les conséquences de la guerre. Déjà, on était un pays communiste, donc on avait accès à pas grand-chose. Mais donc il y avait la pénurie, il y avait le rationnement, il y avait le marché noir. Donc il y avait toutes ces joyeusetés qu'on peut vivre dans un pays, dans cette situation. Et en 92, la guerre est arrivée à Luanda. À ce moment-là, j'étais avec ma mère et ma sœur au Portugal. Parce que ma soeur et moi, on était très 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 malades. On était très 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 asthmatiques, donc on avait des grandes crises toutes les semaines. Et donc une fois par an, pendant les grandes vacances à l'école française, on partait au Portugal pour des vacances médicales. Ça veut dire que c'était pas des vacances pour aller se promener, on pouvait aller au zoo, un truc comme ça. C'était un check-up, mais intégral. On passait des semaines dans tout type de consultation, tout type de spécialistes. Et s'il fallait être opéré, on était opéré à ce moment-là. Donc, c'était toujours pendant les vacances que j'étais opérée. Et donc, on était au Portugal pour ces vacances médicales quand la guerre a éclaté à Luanda. Mon père était à Luanda, mes frères étaient à Luanda et mes frères étaient chez leur mère.
Et mon père appelle ma mère et lui dit, vous allez rester au Portugal, vous ne rentrez pas. Alors que et mes frères, ils étaient chez leur mère et il y a eu euh, des échanges de tirs, des morts en face de leur maison. Ils ont été assiégés pendant 3 jours. Et nous, on était au Portugal, on est resté au Portugal et euh, je ne pense pas, mais ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je fouille parce que ma mère, ce n'est pas ma mère qui s'en est occupée. On n'était pas demandeur d'asile, donc on n'était pas réfugiés parce que c'est plus pratique de dire on va parler de réfugiés pour les gens qui quittent leur pays à cause de la guerre ou à cause de la politique, etc. Mais les vrais réfugiés sont ceux qui ont obtenu un avis positif à leur demande d'asile. Pour les autres, ça peut être de la protection subsidiaire. Et dans ma spéculation, et ça c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant sur Promesse du bout du monde, parce que est-ce que mon héroïne n'est pas réfugiée, mon héroïne est sous protection subsidiaire? Je pense que c'est ce que ma famille était quand j'étais au Portugal. Parce que il faut savoir une chose, quand on a un visa Schengen, on ne peut pas passer de touriste à autre chose. On ne peut pas demander un titre de séjour avec un visa touristique. Il faut rentrer au pays, passer au consulat, demander un titre de séjour ou un visa qui permette de demander un titre de séjour. Genre, on peut avoir un visa étudiant, par exemple, pour les mineurs, on a un visa étudiant, ou alors on a un visa étudiant de 3 mois pour nous donner le temps d'entreprendre les démarches et demander un titre de séjour étudiant. Donc, on ne passe pas de touristes à immigrer. Donc, dans ma spéculation, ma mère ne s'est pas occupée de ces papiers, donc elle n'en a aucune idée. Il faudrait vraiment que je fouille mes couches. Voilà, dans ma spéculation, je pense qu'on était sous protection subsidiaire. Et je me souviendrai toujours, c'était la rentrée. Si en plus je perds mes bagues, c'était la rentrée. Je crois qu'on était déjà en retard de quelques jours de la rentrée. Et on est allé au lycée français Charles Lepierre à Lisbonne. Et j'allais être inscrite au CM2. Et l'inscription s'est faite dans le bureau du directeur sur un post-it. Je m'en souviendrai toujours. Et c'était un post-it où il a marqué mon nom complet, ma date de naissance et la classe dans laquelle je devais aller. Et pour les personnes qui ont changé d'établissement, qui ont changé d'un établissement à l'autre, qui ont changé de pays, on sait la paperasse qu'il faut pour changer d'établissement. Pour quitter un établissement, il faut un exeat. Pour entrer dans un autre établissement, il faut tout le dossier, il faut l'exeat, il faut tout plein de papiers, etc. Donc, mon inscription pour le CM2 au lycée français a été sur un post-it. C'est dire à quel point la situation est critique pour ces enfants-là. Et dans ma classe, j'ai retrouvé pas mal de mes camarades d'Angola. Donc cette année-là, on était plusieurs à s'être échappés de l'Angola. On s'est pas échappé, on était déjà pas là. Mais voilà, donc quand je dis que je suis fille de réfugiés, c'est juste que le côté réfugié n'est pas qu'on a été demandeur d'asile, c'est juste qu'on n'est pas rentré en Angola à cause de la guerre. Et mes autres camarades sont partis au bout d'un an, et nous on est restés parce que mon père a décidé qu'on devait rester, et donc on est passé de filles de réfugiés à filles d'immigrés, quoi. On était tout plein d'immigrés. Ma mère a repris des études, elle a fait des études de gestion, business et compagnie. Donc, je suis passée de fille d'expat à fille de réfugiés à fille d'immigrés. Après, on est rentré en Angola. J'ai été étudiante étrangère, que ce soit au lycée ou à la fac. Je débarque en France. Et là, voilà. Je débarque en France pour faire des études de psychologie.
et la psychologie n'était pas mon option, ma première option. J'avais commencé par vouloir faire de la pub. Mes parents ont dit pourquoi faire. Après, je me suis dit je vais faire du tourisme. Dans un pays en guerre, mes parents m'ont demandé pourquoi faire. J'ai fini par choisir la psychologie. Mes parents ont dit ok, tu vas. Et après, je me suis convaincue que c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais en fait, je n'étais pas très motivée non plus. Donc, je n'ai pas terminé mes études. J'étais vraiment... Je me laissais vivre. Soyons très honnêtes, je me laissais vivre. Et c'est en arrivant en France que je me suis rendu compte que je voulais publier des romans. Du genre, j'avais déjà écrit 3 romans en arrivant en France, mais c'est en arrivant en France que je me suis dit, je veux être publiée. Et je m'occupais beaucoup plus de l'écriture que de mes cours, hein, soyons très honnêtes. Tout ce qui s'est passé par la suite est le fruit et la conséquence de toutes mes mauvaises décisions et de tout ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Donc, j'assume entièrement ma responsabilité là-dessus. Et donc, en 2006, j'ai publié mon premier livre, mais à compte d'auteur. Quand j'ai signé, ça m'a pris 3 ans pour payer ce contrat. Mais quand j'ai signé, j'étais pas au courant. Je savais pas comment ça fonctionnait. On n'avait pas le réflexe d'aller... J'ai signé en 2003. Donc, on n'avait pas encore le réflexe de se renseigner à ce sujet. Et je me souviens d'une interview de Paulo Coelho, l'auteur de l'Alchimiste, qui disait que pour se faire publier, il faut investir. Et moi, j'ai pris ça à la lettre, donc je ne sais pas, je me souviens plus de l'interview, donc je ne sais pas s'il était en train de penser s'investir en formation, s'investir en écriture, s'investir en temps, je ne me souviens pas. Mais moi, pour moi, investir, en tout cas à l'époque, s'investir, c'était automatiquement investir de l'argent. Et donc, c'est Paulo Coelho, que j'adorais lire à l'époque. C'est Paulo Coelho avait dit qu'il fallait investir. Je me suis dit qu'en recevant ce contrat à compte d'auteur, c'était normal d'investir aussi. Je ne savais pas qu'il y avait autre chose. Donc, non seulement j'étais provinciale à Montpellier, mais comme je venais d'Afrique du Sud, je venais de faire mon lycée en Afrique du Sud, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Donc, j'ai montré mon contrat à mon père. Mon père a dit OK. Donc, évidemment, c'est mon père qui a payé. Donc, ça a pris 3 ans pour payer ce contrat. Et au moment où, en 2006, où le livre allait paraître, c'est là où j'avais commencé. J'étais dans des groupes MSN, parce que je suis vintage. J'étais dans des groupes MSN de lecture. Et en parlant, oui, j'ai signé avec je ne sais pas qui. On a fait... Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas si enthousiastes que ça. Et il y avait quelqu'un, Thomas, donc ça remonte à 20 ans, donc Thomas, et il disait, oui, mais ce genre de maison, c'est pas, elles n'investissent pas, elles ne corrigent pas, elles ne font pas, ta. Il était en train d'expliquer, mais c'était trop tard, quoi, mon livre allait sortir. Au moment où j'ai appris que j'aurais pas dû, 3 ans c'était déjà passé, quoi. Et donc j'ai signé ce truc-là, mon livre est sorti avec tous les défauts, il n'y avait pas une seule... Ce livre, en fait, l'expérience n'a pas eu une seule chose positive à part l'apprentissage. Et après ça, 1 ou 2 ans plus tard, j'ai signé un nouveau contrat. Et... ce contrat était un contrat de rêve. On allait me prendre 2 romans. J'ai signé pour 2 romans. Et non seulement j'avais signé pour ces 2 romans-là, mais j'avais signé pour la traduction en anglais, en espagnol de ces romans-là. Et on pourrait me dire, non mais Joanne, t'es quand même un peu naïve, quoi, du genre, c'était trop beau pour être vrai. Mais tout avait été mis en place pour que j'y croie.
J'avais eu un rendez-vous avec une correctrice. On est allé boire un chocolat chaud à la place de la Comédie à Montpellier. On a parlé de la maison d'édition, on a parlé de mon travail, etc. Je me souviendrai toujours de cette correctrice pour deux raisons. La première, c'est que c'est elle qui a parlé de gommer des aspérités pour la première fois. Donc aujourd'hui, si je parle d'aspérité de personnage, par exemple, c'est 100%, c'est 100% à cause d'elle. Et le deuxième point, c'est que elle est très surprise parce que dans un de mes romans, qui était Fille du vent, c'était mon premier nano. Dans Fille du vent, c'était une jeune femme qui s'est réveillée amnésique sur un banc public à Montpellier. Et mon héroïne était métisse, mais elle avait la peau claire et les cheveux longs ondulés. Et la correctrice, ça fait mais ça n'existe pas les métisses avec la peau blanche. Et j'ai fait, est-ce qu'il faut que je te fasse un cours de la loterie génétique quand il est question de métissage? Parce que ma sœur, qui vient tout de suite après moi, même mère, même père, elle a la peau très très blanche, elle a la peau tellement blanche qu'elle est allergique littéralement au soleil. Si elle se met au soleil, elle commence à avoir des éruptions cutanées. Donc la peau de ma sœur est tellement blanche. Si elle n'avait pas les cheveux crépus et si elle n'avait pas le nez qui dit qu'il y a un métissage, on la prendrait pour une blanche. Donc, mais voilà, c'est de la biologie, les gens, c'est de la génétique cette affaire-là. Donc, j'ai donc eu un rendez-vous avec la correctrice. J'ai traité avec le graphiste. J'avais des couvertures pour les deux romans. J'adorais la couverture pour le deuxième roman. Même si c'était trop dramatique pour l'histoire que c'était, mais j'aimais quand même. Et il y a même eu une photographe qui est venue de Toulouse pour me prendre en photo, pour le site, pour la 4e de couve, etc. Quand tout ça se met en place, ce n'est pas juste une question, c'est trop beau pour être vrai, on y croit. On y croit, et j'étais en train de dire, mais voilà, peut-être que je peux vivre de l'écriture, je peux en faire mon métier, je peux en faire mon avenir. Et à l'époque, c'était pas du genre, c'était 1% d'écrivains qui vivaient de leur art, ils étaient tous en maison d'édition, du genre, c'est pas aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'on dit, ouais, non, mais du genre, en autopublication, c'est pas facile parce que tout le monde peut faire, non. Mais c'est possible, c'est beaucoup plus possible de vivre de ses livres qu'à l'époque, en maison d'édition. À l'époque, je crois on parlait même pas d'autopublication. C'était soit compte d'auteur, soit compte d'éditeur. Il y avait pas une troisième option. Et dans cet espoir, dans ce côté, je vais publier des livres, je vais vivre de mes livres, etc. Voilà, ma vie est faite. J'ai fait une copie de mon contrat. J'ai fait une lettre. Je ne sais pas ce que j'ai fait d'autre parce que, sincèrement, tout ce qui est paperasse me sort par le nez. Mais j'ai fait quelque chose. Je suis allée à la préfecture pour faire la demande de changement de titre de séjour. Passer de titre de séjour étudiante à titre de séjour artiste. J'ai reçu la réponse à la maison. Et c'était une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et tout s'effondre. L'OQTF, on a 30 jours pour quitter le territoire. Quand vous avez vécu des années et des années dans un pays, dans une même ville, quand vous avez construit votre foyer avec vos meubles, vos bibelots, quand vous avez créé vos souvenirs, quand vous avez... J'avais construit ma vie à Montpellier et j'avais 30 jours pour la quitter. Je ne l'ai pas quittée. Je n'ai jamais dit à mes parents
que je devais quitter la France. Je suis donc devenue sans papier. Ce n'est pas... On ne devient pas sans papier parce qu'on a envie de devenir sans papier. On devient sans papier par une question de mauvaise décision, par une question d'arnaque, parce que la maison d'édition pour laquelle j'ai signé, j'ai cru que j'allais changer ma vie, n'existait pas. Mon éditeur n'était pas un éditeur. Il a fait bouger tout ce monde, des romanciers, j'étais pas la seule, des romanciers, des graphistes, des correcteurs, des photographes. Personne n'a été payé. Personne n'a rien vu de leur travail, personne du temps investi, etc. Des mois qu'on a passés sur ce projet. Cette maison d'édition n'existait pas. Plus tard, bien plus tard, le faux éditeur, il a un nom très commun. Donc, c'est comme s'il s'appelait Martin Durand. Si on va faire une recherche Martin Durand, on ne va pas trouver grand-chose. Et quand je faisais une recherche Martin Durand pour la maison d'édition, bah, c'était toujours le site de la maison d'édition qu'on trouvait. C'était toujours ça. Mais quand on a appris que, au fait, c'était un arnaqueur, mais en série, c'était un serial arnaqueur, là, on savait quoi chercher et là, on avait des informations, quoi. Mais comment tu vas faire cette recherche-là quand tu ne sais pas quoi chercher, en fait? Je suis devenue sans papier par peur, par idéalisme, par naïveté. J'assume 100% ma responsabilité dans les mauvais choix que j'ai faits, dans les mauvaises décisions que j'ai prises, et même dans ma décision d'être sans papier. Et j'ai choisi de rentrer en Angola. Je suis allée par mes propres moyens, je n'ai pas été déportée, mais je ne l'ai pas fait en 30 jours. J'ai été sans papier pendant un moment. Et je suis rentrée en Angola et les 10 ans que je suis restée en Angola, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences de cette situation. Ce sont les conséquences de cette signature qui n'était pas une signature. C'est une conséquence des études que je n'ai pas terminées. C'est une conséquence des rêves que j'avais. C'est une conséquence de tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Et pendant longtemps, je n'en ai pas parlé. Tant que j'étais en Angola, je n'en ai pas parlé. Tant que j'étais dans cette situation, je n'en ai pas parlé. Et aujourd'hui, je suis une immigrée. Et je suis une immigrée parce que après 5 ans de démarche, j'ai obtenu la nationalité portugaise. Et j'ai pu demander la nationalité portugaise parce que ma mère a demandé la nationalité portugaise pour moi. Et elle a demandé la nationalité via son grand-père. C'est une histoire de famille, du genre sans ma mère, je n'aurais pas pu le demander. Parce que la loi portugaise, quand on demande, c'est pas une naturalisation. En fait, il y a la différence entre naturalisation et quand tu vis dans un pays et tu obtiens la nationalité à cause de la résidence. Et là, c'est par filiation. Et donc, la loi portugaise autorise la nationalité, donne de la nationalité jusqu'au 2e degré. Donc, un grand-parent peut donner la nationalité à son petit-enfant. Donc, comme c'était le 3e degré pour moi, ma mère, qui n'avait pas spécialement envie de demander la nationalité, a demandé la nationalité pour moi. Ça a pris 5 ans pour que j'obtienne mon passeport Bordeaux.
Et c'est parce que j'ai ce passeport que je suis de retour en France. C'est parce que j'ai ce passeport que je suis en train de vivre la vie dont j'avais rêvé quand je suis allée à la préfecture cette première fois. En tant que Congolaise, je n'aurais jamais pu le faire. Il y a des bons et des mauvais passeports. En tant que Congolaise, je n'aurais pas eu accès, je ne pourrais pas réaliser mes rêves. Dans Promesse du bout du monde, Abby est étudiante en médias et communication. Elle est plutôt assidue, elle sait ce qu'elle veut faire, donc c'est une bonne étudiante, elle va obtenir son diplôme. C'est pas une Joanne. Elle suit des études de médias et communication, elle est en Master 1, et son projet professionnel, c'est de produire des reportages, de produire des reportages de société. Ça, c'est son rêve. Du genre, elle veut produire des reportages qu'on consomme pas rapidement, mais rapidement. Pas rapidement, mais rapidement. Des reportages de, par exemple, 59 secondes pour les réseaux. Des trucs très courts, mais qui seraient universels. Ça, c'est son rêve. Elle veut parler des gens, elle veut faire parler des gens. Mais quand elle est en train de penser à cette idée de rentrer en Afrique australe, elle ne peut pas faire ce job. Parce que, en vrai, c'est très intéressant d'être productrice de reportages, productrice de cinéma, d'être écrivain, je sais pas quoi. Mais dans des pays qui sortent de guerre, de plusieurs années de guerre, de décennies de guerre, c'est de la futilité. C'est de la superficialité. Je voulais publier mes livres, je voulais être romancière pro. C'est pas en Angola. C'est de la futilité, ça. Il y a une poignée de romanciers comme Pepetel, Agualusa, et ils ne vivent pas en Angola. Ils ne sont pas publiés en Angola. Et ils sont une poignée à vivre de l'écriture. Ils sont tous profs, ils sont tous avocats, ils sont tous administrateurs, ils ont ambassadeurs, je sais pas quoi. Ils ont un travail à côté. Pour plus traduits qu'ils soient, etc. Ils ont quelque chose à côté. Ils sont journalistes, etc. Ils ne sont pas que romanciers. Et donc moi, je rentre en Angola en me disant, ah mais je veux vivre de mes livres publiés. Mais Joanne, on n'a pas de maison d'édition pour presque en Angola. Tu n'écris même pas en portugais. Comment tu veux? Je veux vivre de mes livres publiés. Donc quand je suis arrivée en Angola, je me suis dit, je dois repartir. Donc tout ce que j'ai fait, c'est créer un télétravail pour travailler pour l'Europe, pour un jour repartir, parce que j'ai toujours écrit en français, je ne me sentais pas d'écrire en portugais, donc je continuais de soumettre des livres de l'Angola, mais à des maisons d'édition françaises. Donc pendant que j'étais en Angola pendant 10 ans, je continuais d'écrire, j'ai été publiée dans des maisons d'édition françaises comme Bookmark, Charleston, BMR, France Loisirs, etc. Mais j'étais coincée en Angola parce que je n'avais pas cette opportunité-là parce que je n'étais qu'angolaise. Je n'étais que angolaise, pas congolaise. Je n'étais que angolaise à ce moment-là. Et dans Promesse du bout du monde, Abby est en train de se dire, mais si je dois rentrer en Afrique australe, au-delà du fait qu'elle est traumatisée par le début de la guerre civile, donc rien que l'idée de rentrer dans son pays natal, ça lui donne des sueurs froides, ça lui fait faire des cauchemars. Elle est en train de se dire qu'elle va devoir se réinventer par tout ce qu'elle a fait, toutes les études qu'elle a faites, ses projets professionnels, tout ce qu'elle construit, tout ce qu'elle est en train de construire, n'existerait pas en Afrique australe, n'aurait pas la possibilité d'exister en Afrique australe. Et le truc, c'est que quand une guerre commence, on ne sait jamais quand elle termine. Donc on ne peut pas juste se dire, bon ben je vais rester ici et je vais attendre que ça se passe. Donc on se construit. Ça fait 10 ans que Abby vit en France.
Donc, elle était collégienne quand elle a débarqué. Donc, elle a passé son bac en France, elle a entamé ses études en France, elle a une licence en France. Toute sa vie, on peut la considérer comme une petite Anglaise dans l'histoire, mais elle est très parisienne, elle était française. Tout ce qu'elle a construit, c'est pour vivre en France. Et si on lui dit que tu vas rentrer en Afrique australe à la fin de tes études, tout ce pourquoi elle a travaillé n'existera pas, n'existera plus. Il y a un moment où elle se dit, mais elle se pose la question de, mais qui je suis si je ne suis pas en France? Qui je suis si je n'ai pas à Paris? Ou qui je suis si je ne suis pas dans ce contexte où ce que je veux faire peut exister? En France, on peut être influenceur, on peut être créateur de contenu, etc. Mais quand on vient d'un pays en guerre, il faut quelque chose de concret. Et faire des reportages, quand on n'est pas journaliste, ce n'est pas du concret. C'est de la naïveté. Comment se défaire de sa propre personnalité, de notre identité, parce qu'il faut rentrer dans son pays natal, mais parfois on est dans le mauvais pays. Je suis angolaise, je n'ai pas honte d'être angolaise. Il y a des choses que j'aime beaucoup en Angola. Mais j'ai toujours su, même si je ne me l'avouais pas, par exemple, quand je faisais mes études de psychologie, je me suis dit que j'allais devenir psychologue pour travailler auprès d'enfants soldats, parce que pays en guerre, enfants soldats ou la jeunesse qui a été après agression. En tout cas, j'allais travailler avec le stress post-traumatique. Ça, c'est quelque chose de très concret pour l'Angola, quoi. Mais vu que je n'ai pas terminé mes études, vu que j'étais vraiment très nonchalante avec cette idée-là, ça veut dire que même si je ne l'assumais pas, même si je ne le disais pas à voix haute, mon avenir n'a jamais été en Angola. Et ces 10 ans que j'ai passés en Angola, j'étais en train de mourir à petit feu. Parce qu'il y a une différence entre être dans son pays natal et aimer être dans son pays natal. Je ne me sens pas chez moi en Angola. Et j'ai grandi dans des établissements français de l'étranger, donc toute ma vie, j'ai grandi avec des dizaines et des dizaines de cultures, de nationalités différentes. Mais il y a une particularité au lycée français de Lisbonne, c'est que c'est une population beaucoup plus homogène. Il y a beaucoup plus de Portugais que de Français, d'étrangers au lycée français. Contrairement à d'autres établissements dans lesquels je suis allée, par lesquels je suis passée. Au Portugal, il y a énormément de Portugais. Ils sont vraiment la majorité. Et il y a une chose que j'ai toujours enviée à mes camarades, surtout les filles, à mes camarades portugaises, c'est que elles ont grandi ensemble. De la maternelle à la terminale, ils ont toujours eu les mêmes amis. Elles ont grandi ensemble. C'est quelque chose du genre, tous les ans, j'avais des nouvelles, on avait une nouvelle tête, tous les ans, c'était une nouvelle école, c'était quasiment la nouvelle école parce que tous les ans, les expatriés partaient, les diplomates partaient, tout le monde changeait et moi, j'ai changé d'école au moins 10 fois dans ma vie. Donc, il y a des gens qui ont grandi avec les mêmes personnes. Donc, elles sont nées à Lisbonne, elles sont allées à l'école à Lisbonne, elles sont allées à l'école de la maternelle à la terminale à Lisbonne avec des filles qui sont nées à Lisbonne, qui sont allées au lycée à Lisbonne, qui sont allées de la maternelle à la terminale à Lisbonne. Mais elles sont allées à la fac à Lisbonne, et elles ont épousé des gars qui sont nés à Lisbonne, qui sont allés en cours à Lisbonne, qui ont fait toute leur scolarité à Lisbonne, et après elles ont été diplômées à Lisbonne, elles sont mariées à Lisbonne, elles ont eu des enfants à Lisbonne, elles n'ont jamais eu besoin de quitter Lisbonne. Et je les enviais tellement, mais tellement, parce que ça aurait été tellement plus simple de vouloir être là où on est, ça aurait été tellement plus simple.
Je les ai tellement enviés et je les envie encore un peu aujourd'hui. Parce que c'est simple. Mais non, Joanne. Je suis née en Angola, j'ai vécu à Cuba, j'ai vécu au Portugal, j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu en France, du genre... Je suis allée dans 4 établissements français de l'étranger, à La Havane, à Luanda, à Lisbonne, à Johannesburg. Je suis allée à la fac en France. Il n'y a rien de linéaire dans mon parcours, rien. Parce que si on veut faire le truc vraiment sérieux, c'est que j'ai fait Cuba, Angola, Angola, Portugal, Portugal, Angola, Angola, Portugal, Portugal, Afrique du Sud, France, France, Angola, Angola, France. C'est des montagnes russes cette affaire-là. Mais linéaire, ça ne l'est pas. Donc, je ne donne pas... Je ne suis pas mes personnages ne sont pas moi. Abby, ce n'est décidément pas moi, on ne se ressemble pas. Mais je lui ai prêté des traits. Je lui ai prêté des peurs. Je pourrais juste lui donner des peurs, parce que sérieusement, ce n'est pas une peur que j'ai envie de revivre. Mais je lui ai donné mes peurs. Mes peurs quand j'ai reçu cette OQTF. La peur de rester en Angola et me dire que jamais je ne m'en sortirai. La peur de ne pas vivre mes rêves, de ne pas créer le futur, l'avenir que j'ai envie de construire. La peur que mes livres soient juste un accessoire, un détail de mon existence. Donc, si vous lisez Promesse du bout du monde, qui est en promotion tout le mois de janvier, chaque fois qu'Abby mentionne cette crainte de ne pas savoir qui elle est en dehors de la France, en dehors de l'Europe, de ne pas savoir qui elle est si elle devait rentrer en Afrique australe, c'est un bout de moi. Mais ce n'est pas moi. C'est un bout de moi, c'est pas moi. Donc, je suis Joanne Van Haff. Je suis angolaise. Je suis africaine. Et depuis peu, je suis portugaise. Et c'est parce que j'ai le bon passeport que je peux réaliser mes rêves. Et c'est un privilège. Avoir un bon passeport est un privilège, les gens. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.